Merci Claude, merci pour l'invitation. Donc effectivement, le premier titre, disons, de cet exposé est bien celui-là, autour de la théorie de Harris Main-Tweedy. Et donc je vais vous présenter un travail en collaboration avec José Caniço. Et également, j'évoquerai un travail en cours de Armand Bernoux qui fait sa thèse sur ce sujet. Les motivations sont multiples. Donc, une première motivation est de type proba, processus de Markov. Il s'agit en fait de comprendre la théorie de Main-Tweedy et de proposer une approche déterministe. Une autre motivation, c'est d'avoir, donc c'est plutôt de l'analyse spectrale, c'est d'avoir une version quantitative du théorème de Krein-Rootman. Une troisième motivation, c'était de généraliser un travail sur Fokker-Planck avec Otaret-Kavian. Donc, dans le cas peu confinant, sur lequel je reviendrai un petit peu tout à l'heure, l'exposé. Et puis la quatrième motivation, c'est la théorie cinétique des gaz et comprendre, redémontrer, généraliser, améliorer un travail de Aoki-Gols qui doit dater une petite dizaine d'années. Voilà, alors le plan de l'exposé est suivant. Alors, avant de donner le plan, je donne mon titre bis, qui est plus précis, qui est comportement asymptotique des semi-groupes stochastiques dans le cas exponentiel et sous-exponentiel. Donc, je vais faire une introduction et traiter le cas exponentiel. Puis, je traiterai, c'est le résultat principal, le cas donc asymptotique dans le cas sous-exponentiel. Enfin, je reviendrai à la théorie de Harris Main-Tweedy. Et puis, j'évoquerai le résultat de Aoki-Gols. Voilà. Donc, pendant tout cet exposé, on va traiter de semi-groupes stochastiques. Donc, on va considérer ST, un semi-groupe stochastique sur un espace X qui pourrait être M1 de E, mais on va plutôt voir ça comme un opérateur défini dans L1 de E, avec E typiquement égal ou inclus à RD. Donc un semi-groupe stochastique, c'est le dual d'un semi-groupe de Markov. Donc, par exemple, ST égale P étoile T, où P de T est un semi-groupe de, disons, Feller-Markov. Au sens strict, si on a un semi-groupe de Feller-Markov, on est naturellement dans M1,2. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Il y a deux hypothèses. C'est que ST est positif, ce qui signifie que STF est positif si F est positif, semi-groupe d'opérateurs.
Je rappelle, ST, c'est un opérateur linéaire de x dans x. Et ST est conservatif, ce qui signifie que STF intégré, c'est égal à F. Alors, il se trouve qu'avec ces deux conditions, on a que ST est une contraction. Dans L1, ce qui signifie STF en norme plus petit que norme de F, quel que soit F, dans L1, où ceci c'est la norme L1 de F. Alors je vais démontrer ça, je vais tout de suite réserver une partie du tableau pour des notations, des hypothèses qui vont nous servir. Donc les hypothèses qu'on a faites, c'est ST positif et d'une certaine manière S étoile T de 1 vaut 1. Et ça implique que ST en norme d'opérateur dans L1 est une contraction. Alors la preuve, je vous la présente d'abord parce qu'elle est élémentaire, et ensuite c'est celle qu'on va reprendre dans les résultats que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc elle est très simple, on prend F dans L1, dans X, et on considère la valeur absolue de ST et de F. Ça c'est STF plus moins STF moins, où j'ai décomposé F en valeurs positives et négatives. Inégalité triangulaire, STF plus STF moins. Positivité, STF plus STF moins sans valeur absolue. Puis on retrouve, par linéarité à nouveau, ST de la valeur absolue de F. Et maintenant, si on intègre, en utilisant la conservation, on obtient l'inégalité souhaitée. Okay. Alors maintenant, on se pose la question, deux questions, c'est savoir quand est-ce qu'il existe une unique solution stationnaire, ou un état stationnaire, un ST. Donc deux questions. Existence, unicité de G état stationnaire. On va dire G dans X, G positif et notation, la moyenne de G, l'intégrale de G vaut 1, et son caractère asymptotiquement stable. Ce qui signifie que, quel que soit F dans X, STF tend vers la moyenne de F, ça c'est à cause de la conservation de la masse fois G, ou de manière équivalente, quel que soit F dans X de moyenne nulle, ST de F tend vers 0. Voilà. Donc évidemment, tous les semi-groupes stochastiques ne vérifient pas ça, et on va chercher des critères qui nous permettent d'assurer ce genre de propriété au semi-groupe. Alors, il y a un premier critère que je vais noter là-bas, qui est un critère qu'on appelle de Dublin, D, qui est le suivant. On suppose qu'il existe un temps t positif, qu'il existe une mesure ou une fonction, disons, nue dans x plus moins 0,
positive non nulle, telle que STF est supérieur à nu l'intégrale de f, quel que soit f positif. Alors on a un premier théorème de Veblen qui dit que D de Veblen pour un semi-groupe stocastique implique il existe un unique G dans X état stationnaire. Okay, donc là, je n'ai pas dit, bien sûr, ça veut dire que STG égale G, quel que soit T. Et il existe deux constantes positives telles que STF est plus petit, en norme est plus petit que C exponentielle moins lambda T F. Donc retour vers 0 exponentiel pour F dans X de moyenne nulle. C'est une version quantifiée de ce résultat. Alors la preuve est très simple. Et je vais profiter du tableau et de la preuve que j'ai déjà faite pour je vais la modifier pour obtenir le résultat qui est là. Donc on prend f dans x de moyenne nulle et on fait le même découpage sauf qu'on insère un état. Et pour état, ce que l'on prend, c'est nu sur 2 l'intégrale de la valeur absolue de f. Comme f est de moyenne nulle, ceci c'est aussi nu intégrale de f plus ou moins, qui est donc plus petit, par hypothèse de Veblen, à ST f plus ou moins. Et puis au lieu de prendre tout temps t, on prend le temps en t. On répète, même argument, je vais prendre une craie blanche, et on obtient donc le même type d'inégalité. Okay. Moins 2 états. Et quand on intègre, on a une contribution ici négative, et on se retrouve avec STF en norme L1 qui est plus petit que gamma F avec gamma, je vais faire le calcul, 1 moins la masse de nu qui est quelque chose qui est compris entre 0 et 1 pour des raisons évidentes, nu est de masse plus petite que 1. Ok, donc on a une première estimée. Alors ça implique immédiatement la deuxième conclusion du théorème. Ça implique 2. Tout à fait standard en utilisant la propriété de semi-groupe, en itérant. Et puis pour l'existence d'un état stationnaire, eh bien, il suffit de prendre G0 dans X, G0 positif est de masse 1, puis définir GK égale ST GK-1, d'appliquer cette inégalité à la différence GK à GK-1, et on obtient assez facilement, par exemple, ceci. 0 à l'infini, la série géométrique, enfin,
ceci, c'est majoré par une série géométrique, donc ça doit être 1 sur 1 moins gamma, G1 moins G0, et c'est fini. Donc ça implique que G de K est de Cauchy dans L1, et donc il suffit de prendre G la limite des GK. Alors, ce théorème est parfait, sauf qu'il s'applique assez peu. Il faut essentiellement que l'espace E sur lequel on travaille soit compact. Il va y avoir quelques autres cas, mais en tout cas, il ne s'applique pas donc si on considère l'équation de Fokker-Planck, voilà, le semi-groupe associé à cette équation-là ne satisfait pas la condition de Dublin. On peut s'en convaincre assez facilement en considérant une suite de données initiales de cette forme, avec phi positif, donc phi non nul, voilà, phi positif. Voilà. Et ceci va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini, phi dans D de R. Et donc également, STFN va tendre vers 0. Donc ce n'est pas compatible avec cette hypothèse-là, puisque l'intégrale de Fn va être constante, égale à l'intégrale de phi. Donc, pour traiter notamment cet exemple-là, je vais vous introduire voilà. J'ai modifié l'hypothèse de Dublin. Donc, introduire une deuxième hypothèse, on va appeler de Dublin-Harris, qui est la suivante. Il existe T, il existe R, il existe M, fonction de poids, un poids, de E dans 1 plus l'infini. On va supposer en plus qu'il tend vers plus l'infini pour simplifier la vie. Et, bon là ça n'a pas beaucoup d'intérêt sinon. Et on va supposer également qu'il existe un nu qui est dans xm plus moins 0. Je vous dis ce que c'est que xm dans une seconde. Avec une condition qui est STF plus grand que nu, l'intégrale où m est plus petit que r de f, quel que soit f positif. Donc xm, voilà. Xm, c'est l'ensemble des f de x tels que la norme que je vais noter double barre m, qui n'est rien d'autre que la norme avec le poids m, est finie. Voilà, donc c'est une version locale de la condition de Dublin. Et on va faire une deuxième hypothèse pour pouvoir utiliser cette hypothèse de Dublin locale, qu'on va appeler de Lyapunov, et qui est qu'il existe M, en fait ça va être le même, un poids, il existe alpha positif et B positif, tel que L étoile M est inférieur à moins alpha M plus B. On pourrait ici d'ailleurs aussi mettre, il existe R et mettre ici BR. Où L est le générateur de S. Donc, qui, typiquement dans le cas où on est le dual d'un semi-groupe de Markov, L étoile, c'est le générateur de
P de PT. Ok, alors, donc j'ai des exemples. D'accord. Donc, la condition en fait, de Dublin ou de Dublin-Harris, c'est une condition de positivité stricte ou d'irréductibilité, diront les probabilistes, ou c'est très lié aussi à la condition au principe de maximum fort pour un nœud des pistes. La condition de Lyapunov, c'est une condition un peu de confinement, hein, qui dit que les particules ne vont pas rester à l'infini, ne vont pas partir à l'infini en trop grande quantité, ils vont revenir dans une partie bornée de l'espace où on va pouvoir appliquer la condition, quand on va pouvoir utiliser la condition de Dublin-Harris. Alors des exemples d'opérateurs, d'équations pour lesquelles le semi-groupe associé ne satisfait pas l'une ou l'autre. On a deux exemples, dxf, dtf plus dxf égale 0, x dans le tore ne satisfait pas Dublin et Dublin-Harris. Et l'équation de la chaleur ne satisfait pas Lyapunov. Mais Fokker-Planck harmonique satisfait les deux. Dublin-Harris et Lyapunov. Pour, par exemple, un poids m égale xk, où ici x est au carré, c'est 1 plus la norme de x au carré, ou exponentielle de kappa x sigma. Alors, j'ai un deuxième théorème, c'est le dernier théorème, donc je vais vous donner une preuve un peu précise. Donc, qui est un théorème qui est dû à Harris, mais également donc, qui a été popularisé, il y a d'autres versions par Main-Tweedy. Et il y a une preuve, il y a une petite dizaine d'années, due à Eirer-Mattingly, qui est déterministe. Hein, les premières preuves étaient probabilistes, et également quantitatives. On peut suivre les constantes. Okay, donc, le théorème, c'est les deux conditions ensemble impliquent qu'il existe G un état stationnaire dans Xm. Il existe des constantes C et lambda telles que on a une décroissance exponentielle pour la norme M, associée au poids M, pour tout F dans l'espace Xm avec une moyenne nulle. Ok, donc je vous présente rapidement l'idée de la preuve. Je vérifie juste que je n'ai pas oublié de choses trop importantes. Je crois que ça va pour l'instant. Donc, elle se fait en deux étapes. On commence par exploiter la condition de Lyapunov. Donc, on écrit ceci. Donc, notre Ft égale STF. Regarde l'évolution de la norme. Donc, d'une part, par une inégalité de Kato, on va avoir ceci. A priori,
ceci, c'est signe de ft fois L ft fois m. Donc ici, f, bien sûr, voilà. Dans cette preuve, f est une moyenne nue et donc appartient à xm. Voilà, donc ça c'est une égalité, puis on a une égalité de Kato. Ensuite, on fait porter l'opérateur sur le poids. On utilise Lyapunov, condition de Lyapunov. Et on utilise la contraction dans L1 ici, qui nous permet d'enlever le T. Un lemme de Grunwald nous dit que la norme de ftm va être plus petit, alors je vais mettre à l'instant t, va être plus petit que une exponentielle de moins alpha t, donc là je vais noter gamma, norme de fm, plus une contribution de ce terme-là, kf. Avec gamma qui dépend de t, de b, de gamma non, de alpha et de t, k qui dépend de b, de alpha et de t. Gamma est 0. Alors, ensuite, on considère l'alternative suivante. Soit la norme de f m est plus grand que q fois la norme de f, soit la norme de fm est plus petit que q fois la norme de f. Si on a A, alors cette inégalité étoile implique fm est plus petit que gamma plus k sur q fm. Et cette constante, elle est plus petite que 1 si q est grand. Maintenant, en fait, on va produire une norme 3 bar, qui est la norme de f dans L1 plus bêta fois la norme de f dans xm. Okay. Et en utilisant ma contraction, le fait que m est plus grand que 1 et ma contraction stricte pour cette norme avec 2 barres, j'en déduis exercice, ceci, avec gamma 1 dans 0. Maintenant, je me place dans le deuxième cas et je vais exploiter la condition de Dublin-Harris. On a. Alors, ce que l'on remarque, c'est que STF plus ou moins, c'est plus grand que nu, donc, c'est ça ma condition, nu, et puis j'écris, c'est l'intégrale de f moins l'intégrale, là où m est plus grand que r,
de f plus ou moins. Ceci, je sais le traiter, c'est 1/2 de l'intégrale de la valeur absolue de f, parce que mon f est de moyenne nulle. Et ceci, je le minore par 1 sur r intégrale de f fois n. Maintenant, j'ai fait une hypothèse, qui est celle-ci, qui me permet d'en conclure que c'est plus grand que nu 1/2 moins q sur r, norme de f L1. Je me suis débarrassé de la norme M. Donc, qui est exactement le même type de condition que j'avais, il n'y avait pas le Q sur R, voilà, dans le cas de Dublin. Donc, je peux reprendre la preuve que je vous ai déjà présentée 2 fois, et ça implique que l'intégrale de ST f est plus petit que une constante gamma, l'intégrale de f, où gamma, ça doit être quelque chose comme 1 moins nu 1/2 moins q sur r. Peut-être il y a un 2, bon, peu importe. Peut-être un 2 en facteur. Oui, et donc, bien sûr, pour pouvoir utiliser ça, il faut que mon état ici, hein, ça c'est le état que je vais utiliser dans ma preuve, soit positif, donc il faut que R, typiquement, soit assez grand. Voilà. Bon, maintenant, j'utilise cette information et mon hypothèse, enfin pas mon hypothèse, mon estimé ici, je les mets ensemble. Donc, ça, je vais l'appeler 2 étoiles. Et étoile implique. Donc j'ai une contraction stricte dans la norme L1, et je veux en déduire une contraction stricte dans la norme M. Alors je vous laisse cela en exercice, hein, mais on va facilement obtenir ceci pour bêta petit. Donc en fait, ce qu'on obtient là, c'est, je le fais rapidement, c'est gamma, la norme de f, plus, donc ça j'aurais dû l'appeler gamma de Lyapunov, et ça, on va dire gamma de Harris. Donc gamma Harris fois bêta gamma Lyapunov, FM, plus bêta K, F. Voilà. Et si je prends bêta petit, ça c'est plus petit que 1. Voilà. Et donc, pour une norme que j'ai construite avec bêta petit qui est de la forme, je ne sais plus où elle est écrite, mais bon, là, voilà. Eh bien, j'ai, quelle que soit l'hypothèse que j'ai faite ici, j'ai contracté strictement, j'ai une propriété de contraction stricte de mon semi-groupe après un instant grand T. Voilà. Je peux dérouler la même preuve qu'au théorème précédent, existence d'un état stationnaire et convergence exponentielle. Ça change. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter, c'est à la deuxième partie.
Donc, deuxième partie, asymptotique dans le cas sous exponentielle ou sous géométrique. Ok, donc on fait les mêmes hypothèses au départ, donc un semi-groupe stochastique, et on va modifier les hypothèses qui sont ici. Bon, je vais tout effacer puis ajouter. Donc on va faire une première hypothèse de type Lyapunov, qui est qu'il existe 4 poids, M3 plus grand que M2. Je vais me simplifier la vie en disant que c'est plus grand que M1, plus grand que M0, voilà, plus grand que 1. On va simplifier la vie encore là en disant que M0 tend vers l'infini. Et on va supposer, donc il va exister des constantes, on va supposer que ST, alors je vais noter S égale ST. Donc SF en norme, je vais mettre 1, plus SF en norme M0 est plus petit que F en norme 1 plus K fois F en norme L1. Donc il faut aussi qu'il existe K. Et puis la même chose au niveau des deux autres poids. Voilà. Alors, deux commentaires. D'abord, bon, le premier, là, ça correspond, si j'ai un semi-groupe généré par un opérateur L, et que j'ai cette condition-là, eh bien, comme c'est écrit ici, je vais en déduire ce type d'inégalité. Et puis, donc pareil ici au niveau du poids M3. Je vais effectivement, parce que disons que ici, dans le cas précédent, j'avais M0 égale alpha M1. Et donc, est-ce que c'est clair? Et oui, ce que je veux dire, c'est que le 1, le gamma qui est ici, je peux l'écrire comme, c'est pas le bon M0, 1 moins epsilon, puis je pose epsilon, je pose M0 égale epsilon M1, d'accord? Et dans le cas où M égale M1, voilà, ceci implique cette inégalité-là avec M0 égale epsilon M1 égale epsilon M. Donc c'est bien une généralisation de cette hypothèse où le poids, c'est-à-dire le gain de la contraction, le fait qu'on gagne en poids, se voit pas, gagne par rapport à la contraction, disons, ne se voit pas en norme M, mais dans une norme plus faible, hein, puisque M1 est plus petit que M0. Là, c'est à des constantes près. Hein. Pareil ici. Puis on a une deuxième hypothèse, qui est en fait juste l'hypothèse de Dublin-Harris, que je vais écrire comme un peu différemment, à savoir donc S, F
plus petit que gamma aris f, quel que soit f dans xm, donc je crois que c'est xm2 qu'il me faut, si la moyenne de f est nulle et fm2 est plus petit que q fois f en norme. Voilà. Qui était aussi la conclusion qu'on a obtenue là. Voilà. Donc, voilà les deux jeux d'hypothèses que je fais. Et puis j'en fais une troisième hypothèse d'interpolation, à savoir qu'il existe xi lambda tel que M1 est plus petit que lambda M0 plus xi lambda M3 avec xi lambda qui tend vers 0 quand lambda tend vers l'infini. Je crois que c'est bon. Je vérifie juste que... Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, avec ce jeu d'hypothèses, je vais vous énoncer mon théorème. Donc, théorème 3, qui est le suivant. Donc, si DH Lyapunov, je vais mettre un prime, et I, alors il existe un unique G état stationnaire dans XM2 et il existe des constants, quel que soit F dans XM3, de moyenne nulle, la norme de, donc je vais l'écrire comme ça, STF pour la norme M1 est plus petit que θ de t F pour la norme M3 où θ de t est égal à l'inf sur toutes les fonctions lambda du temps, l'exponentielle moins lambda t plus l'intégrale entre 0 et t, exponentielle de lambda s moins lambda t xi lambda s ds, où lambda u s, c'est la primitive de lambda u qui s'annule en 0. Alors on peut vérifier ici que lorsque M1 égale M0 égale M3 égale M2, on retrouve un taux exponentiel. Donc j'ai discuté du taux un tout petit peu plus tard. Je vous donne un élément de preuve. C'est très proche du théorème précédent. Ce qu'on arrive à établir de la même manière, en fait, c'est que S, F, triple barre, M1 plus bêta S, F, M0 est plus petit que F triple barre M1. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? On a introduit une norme adéquate telle que le terme qui est là disparaît. D'accord? Donc on a une contraction large et un gain et on a le caractère strict par ce terme-là qui est dans une norme plus faible. Et puis, même chose au niveau
vais écrire comme ça. Donc, même chose pour les deux jeux de Nord. L'espace. Voilà. Et le point, c'est que la norme triple, je vous la donne par exemple pour M1, c'est essentiellement la même, sauf qu'on lui rajoute un bout de norme F0, M0. Ok, donc avec ça, comment on conclut? Ben, ceci, quand on les somme, on va voir que quand on itère pour S, pour S carré, SK, on va clairement avoir SKF bêta M2, somme pour K allant de 1 à l'infini, qui est fini. Et donc, même argument, ça nous permet de montrer qu'il y a une suite de Cauchy qui converge quand on part d'une donnée initiale qui est positive et de masse 1. Deuxième point, si ici j'utilise mon hypothèse d'interpolation, là, je vais remplacer ce terme par bêta sur lambda SF M1 et je vais le payer avec un xi lambda sur lambda F M3. Et donc, en utilisant cette information ici, eh bien, je sais que SF M3 ne croît pas pour la norme, qui est équivalente, la norme 3 bars et la norme 2 bars sont équivalentes, donc il y a une constante comme ça. Je peux mettre. Et puis c'est pareil ici. Donc, donc je suis à nouveau dans un cas exponentiel et par un Grunwald discret. Donc, Grunwald discret, puisque j'ai des temps discrets, je vais obtenir ce taux de convergence avec cette définition de mon taux. Ok. Alors, je vais discuter maintenant la théorie de Harris-Tweedy. Donc, je vais vous le présenter, le théorème de Harris-Tweedy, et puis vous expliquer comment on peut retrouver ce théorème à partir du résultat que je vous ai présenté maintenant. Donc, retour sur la théorie de Harris-Tweedy. Donc, en fait, je ne considère que le cas sous-géométrique. Et en fait, cette théorie Harris-Tweedy dans le cas sous-géométrique, elle est due, les résultats sont dus à Duc for Guillen, qui ont obtenu le premier résultat, aussi une petite dizaine d'années, et une amélioration, disons une simplification de la preuve, avait été proposée ensuite par Eirer. Okay, donc le théorème est le suivant. On considère un semi-groupe ST dual d'un semi-groupe de Feller-Markov
tel que on a deux binaristes, et puis une condition de Lyapunov qui est souvent écrite de cette façon. Donc il existe M, il existe phi concave positive qui tend vers l'infini à l'infini. Il existe M qui tend vers l'infini à l'infini, tel que on a ceci. Et la conclusion est que, alors, quel que soit f dans xm de moyenne nulle, la norme de STF dans L1 est plus petit que h-1 de t-1, la norme de f dans l'espace xm, où h de t, c'est l'intégrale entre 1 et t ds sur phi de s. Alors, il n'est pas tout à fait évident de comparer les deux théorèmes. Disons, dans le cas général, on peut, en général, le théorème 3 implique presque le théorème 4. Donc, bon, le souci, c'est que les choses ne s'écrivent pas tout à fait de la même manière. L'idée, donc, ça a pris un petit peu de temps à comprendre, c'est qu'ici, on a l'impression qu'on a une seule condition, d'accord, sur un poids. Donc là, on a envie de dire que ça, c'est M1 et puis ça, c'est M0. D'accord. Alors que pour faire marcher notre argument, on a besoin de deux conditions. Bon. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si on a cette condition, eh bien, pour toute fonction concave du poids m, on aura à nouveau une inégalité de type Lyapunov. D'accord ? Donc en fait, ce n'est pas ça qu'on fait, c'est qu'on prend m égale m3, hein, m3 égale m, disons. Donc on va avoir un m2 qui va être égal à phi de m, puis un m1 égale psi de m, et un m0 hein, qui va être égal à... alors qui va être égal à psi prime de m phi de m, hein, car si je regarde L étoile de M1, c'est L étoile de psi de M, j'ai une inégalité de type Kato mais inversée, qui me dit que ça c'est plus petit que psi prime de M, L étoile de M, hein, puis j'utilise mon inégalité de Lyapunov, la condition Lyapunov. Voilà. Et donc après il faut jouer sur les psi pour essayer d'obtenir ce type de taux. Avant de vous expliquer un tout petit peu plus pourquoi on peut obtenir effectivement le théorème 4 dans des cas particuliers, je voudrais rajouter un point, à savoir que lorsque B égale 0, si B égale 0, la preuve est simple. Donc je donne, on introduit psi t m, un poids qui dépend du temps et qui est égal à h-1 de h de m plus t. D'accord. Et on calcule d sur dt de l'intégrale de ft psi t de m. Bon. On calcule avec ce même type d'argument ici, hein,
ici. Et bon, c'est un exercice. Et on trouve que c'est négatif. Et donc, à l'instant t, j'ai h-1 de t intégrale ft qui est plus petit que ft psi t m, qui donc est plus petit par ce calcul à la même chose initialement. Et initialement, eh bien, on retrouve juste m. Pour psi 0 de m, c'est... Voilà. Donc ça, c'est une preuve en une ligne du théorème, disons, ici, dans le cas b égale 0. On a été incapable de refaire ça avec, dans le cas b différent de 0. Voilà. Et oui, donc le point, hein, en fait, la preuve, avec des arguments probabilistes, consiste à montrer que l'intégrale entre 0 et t de phi de h-1 de t f de s est plus petit qu'avec une constante qui n'est pas constructive, f0 m. Alors il y a un cas, ça j'en ai peut-être plus besoin, il y a un cas où, enfin, il y a deux cas où on y arrive à montrer effectivement que le théorème 3 implique le théorème 4. Donc, le théorème 3 implique le théorème 4. Bon, mais dans le cas de Fokker-Planck, que j'ai ici, dtf égale dxxf plus dx ef avec x fois e égale à peu près x à puissance gamma dans 0,1. Donc là, on est dans un cas sous-géométrique, hein, on n'a pas de trou spectral, on n'a qu'un retour polynomial ou sous-exponentiel en tout cas. Et donc, dans ce cas, si m égale xk, bon, on peut calculer. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que L étoile m va être plus petit que essentiellement moins m x à la puissance delta plus b, où delta, ça doit être 2 moins gamma. Donc ça, c'est 2 moins gamma si... voilà, si c'est ce que j'ai écrit là. Ouais. Et donc le phi de m égale m à la puissance 1 moins delta sur k, et h moins 1 de t, on peut faire le calcul, ça doit être k sur delta. Lorsqu'on applique, alors pour ça c'est disons le théorème 4. Avec le théorème 3, on va utiliser M3 égale xk, M2 égale xk moins delta, et puis M1 ça va être presque x à la puissance delta, et M0 ça va être presque une constante. Ça va être asymptotiquement une constante grande. Bon, avec ce choix-là, quand on a de fonctions, quand on applique notre théorème, eh bien, on va obtenir que ft delta est plus petit que 1 sur t à une certaine puissance f0 k. Alors la puissance, elle est moins bonne que k sur delta, mais le contrôle est meilleur. Et donc en fait, par un argument très standard, on peut revenir à ft en norme 1, enfin norme L1, avec le bon poids. Okay. Dans le cas exponentiel, on peut obtenir également
à partir du théorème 3 et le théorème 4, mais avec un choix complètement différent. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais on va prendre M3 égale M, mais on va prendre M1 égale M à la puissance θ. Donc on ne va pas du tout chercher à avoir un M0 qui est presque une constante. Voilà. Avec θ compris entre 0 et 1. Donc ça explique pourquoi ce n'est pas clair, suivant la situation, quel est le bon choix, donc suivant le phi et le m, quel est le bon choix dans le théorème 3 pour obtenir, pour retrouver le théorème de Dougfort-Guien. J'évoque en 2 minutes le dernier point. Donc, Aoki Gauss, on va dire. Donc, c'est un problème qui avait été considéré par Aoki et Gauss. C'est pas peut-être qu'ils l'ont inventé, mais en tout cas, c'est eux qui l'ont considéré mathématiquement. On considère le transport libre avec, dans un domaine oméga, normal n de x, extérieur. Et ce que l'on suppose, c'est que quand une particule touche le bord, elle revient à l'intérieur. Ça, je vais l'appeler gamma moins de f, c'est la trace au bord rentrant. Et je vais supposer que c'est m de v, gamma plus f tilde, où m de v, c'est la gaussienne, et avec une constante. Et ceci, c'est l'ensemble des particules qui tapent le bord, qui sortent. Il faut l'écrire comme ça. Voilà, donc ici, f, c'est une fonction du temps, d'une position et d'une vitesse. Et on va dire, donc x est dans oméga, v est dans rd, et puis je prends d égale 3 par exemple. Espace physique. Voilà. Alors, donc la seule point que je veux vous expliquer, c'est que si je définis taux, le premier temps de sortie, donc taux c'est une fonction de x et de v, c'est l'inf des s positifs tels que x plus sv touche le bord, donc c'est le temps de sortie. On peut vérifier que v gradient x taux ça vaut moins 1 et que taux égale 0 sur le bord sortant. Okay, bord sortant. Voilà. Et que taux vaut 1 sur V, grosso modo. Alors le problème de ce modèle, c'est que si je suis ici, toute ma donnée initiale, F0, c'est Dirac en x0, vitesse 0, je ne bouge pas. Donc je ne risque pas de converger. Maintenant, mon état d'équilibre, si j'ai bien choisi ma constante, c'est m de v. Elle va annuler ça, elle ne va pas bouger, et je peux trouver une constante telle que j'obtiens, voilà, j'ai la même valeur sur gamma plus et gamma. Donc c'est m de v. Et donc voilà, donc j'ai une thermalisation qui se fait que quand ma particule touche le bord. Et cette thermalisation, elle est à température constante, et donc le gaz va se balader et plus il touche le bord, plus il se rapproche d'une Maxwellienne. Voilà, donc il faut en fait pénaliser les vitesses qui sont trop petites parce qu'elles empêchent la thermalisation. Et donc l'idée essentiellement, c'est alors d'une part, c'est pas du tout clair comment le faire rentrer ce modèle dans la théorie de main-tweedy sous géométrique. On pourrait obtenir un résultat de convergence vers l'équilibre par des arguments de couplage, des arguments probabilistes. Et d'ailleurs, Armand Bernoux
un travail en préparation avec des arguments probabilistes de couplage. Et en fait, pareil, par des arguments déterministes, ceux que je vous ai montrés, on peut appliquer, on peut obtenir une convergence. Donc ce qu'on va obtenir comme convergence, c'est typiquement que ft, la solution, donc toujours si f0 en moyenne est nulle, la norme L1 de ft va converger vers 0 en k en 1 sur t à puissance k moins 1, ça va être log de t sur t à puissance k, comme ça, f k avec k qui est plus petit que 4, qui est d plus 1. Et donc il faut vérifier les hypothèses pour appliquer le théorème. Et comme il me reste peut-être plus beaucoup de temps, je vous dis juste donc en fait, ce qu'on prend, c'est m égale 1 plus tau à la puissance k. Puis on calcule d sur dt intégrale de f m. Bon. Et puis, il y a une contribution du bord. Il y a une contribution. Donc ce qu'on montre, c'est ce genre de choses, plus une contribution du bord. Okay. Comme ça. Et puis, en travaillant un petit peu, on obtient, pour cette norme-là, ça va être typiquement mon MI, et puis ça va être mon MI-1. Intégré en temps, je vais avoir que le semi-groupe, après un instant t, va vérifier une condition de Lyapunov intégrée comme cela. Voilà. Bon, puis il faut vérifier aussi la positivité et un petit peu. Il y a des petites astuces, mais c'est essentiel. Donc ça, c'était une des motivations du travail avec José Canizo. Je vous remercie pour l'attention.